fur et à mesure. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence. C'est vrai que cette organisation d'un webinaire collectif avec le MEDEF, COCAPIAT, Pôle emploi, le CRI, à travers du CARIFOREF et puis l'AREA, nous tenait tous à cœur par rapport à la thématique qui est traitée, puis dans le cadre de cette semaine si particulière, liée aux journées nationales d'action contre l'illettrisme. Donc, c'est un collectif aujourd'hui qui va vous présenter ce webinaire avec un remerciement particulier à l'entreprise SNV qui va nous présenter le parcours de l'entreprise, ce qu'ils ont fait et puis les projets à venir. Et puis, comme je vous l'ai présenté et proposé tout à l'heure, il ne faudra pas hésiter, surtout, il ne faudra pas hésiter à pouvoir poser les questions que vous souhaitez. Le but, c'est qu'on puisse interagir assez librement. Donc, on est là pour pouvoir échanger ensemble. Alors, on a effectivement sur cette petite heure centré notre webinaire autour de SNV, qui est l'entreprise qui va témoigner. Et c'est vrai que le témoignage est toujours une belle vitrine de ce que l'on peut faire, mais aussi, je pense que France Nathalie pourront nous mettre en avant aussi les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, et puis les forces, et puis qu'elles ont pu en tirer. Là aussi, vous pourrez voir avec COCAPIAT les différents outils qui sont à votre disposition. Et puis avec Pôle emploi, là aussi, lors de l'intégration d'un nouveau collaborateur, un peu en amont, comment vous pouvez travailler avec ce partenaire pour pouvoir mettre en place des actions. Voilà, alors je vois quelqu'un qui dit qu'il n'y a plus de son. Je pense que c'est peut-être plus sur votre réseau, parce que je ne vois personne se plaindre, donc c'est que l'on m'entend, a priori. Je pense que c'est résolu. Il y a eu un petit moment sans son, mais a priori, c'est résolu. D'accord. Bon, alors on va croiser les doigts pour que ça évolue bien. Donc voilà les partenaires présents sur ce webinaire. Donc Chantal Juaz, que je ne vois pas, qui a dû couper sa caméra, si tu veux faire juste un petit coucou pour le MEDEF Normandie, te voilà. Myriam Touzeau pour COCAPIAT. Sylvie Leroux et Séverine Soubien pour Pôle emploi. Sandra Dos Santos pour le CRI CARIFOREF. Et puis Séverine Prodhomme donc pour l'AREA. Et puis Florence Boyer et Nathalie Prudhomme pour SNV. Ce que je vous propose comme petite introduction, ça va être très rapide, mais effectivement, ça permettait quand même de pouvoir recentrer sur la thématique du jour. C'était de pouvoir définir l'illettrisme. La majorité d'entre vous, je pense, savent en parler, le décrire, mais c'est vrai que ça permet de pouvoir repartir d'un champ plus complet. Donc, on parle d'illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture, du calcul, des compétences de base pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. Il s'agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de l'écrit, avec les formations de base dans le cadre de la politique de lutte contre l'illettrisme. Donc, on le voit assez régulièrement auprès des collaborateurs. Souvent, c'est des personnes qui ont quelques symptômes, même s'il y a beaucoup de stratégies qui se mettent en place, on en parlera après, mais voilà, des lunettes oubliées, des caractères écrits trop petits, de la fatigue, une migraine, souvent des choses qui empêchent de suivre les procédures déjà définies.
Alors, en France, on est à peu près à 7% selon les statistiques de la population âgée de 18 à 65 ans en termes d'illettrisme. Alors, dans l'agroalimentaire, qui est le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, on est un peu au-dessus, on est pratiquement à 10% sur nos effectifs. Donc là, c'est vrai que je pense aux entreprises qui sont présentes sur le webinaire aujourd'hui. Ça veut dire que forcément, dans vos effectifs, il y a quelques personnes préoccupées par le sujet. Alors, juste un petit visuel, effectivement, là vous avez une représentation de l'illettrisme qui touche toutes les branches professionnelles, avec quelques secteurs quand même où c'est un peu plus compliqué que dans d'autres. En l'occurrence, c'est le cas dans l'agroalimentaire, l'agriculture, donc c'est vraiment la filière dans son ensemble, où là, comme je vous précisais tout à l'heure, on arrive à 10%, hein, donc c'est quand même quelque chose de significatif et on se dit effectivement en termes de performance pour l'entreprise, il y a vraiment un impact à pouvoir travailler sur ces 10% là. Alors, on associe à l'illettrisme depuis quelques années l'électronisme. Effectivement, même si on peut se sentir souvent concerné quand on est passé 40, 50 ans, ça dépend avec qui on est. Quand on est avec nos jeunes, on a l'impression d'être une grosse victime de l'électronisme. Mais là, effectivement, l'électronisme, c'est une transposition vraiment du concept d'illettrisme dans des domaines électroniques. Donc, c'est toutes les compétences clés nécessaires pour utiliser du matériel informatique, du matériel du téléphone portable, tablette, ordinateur, mais qui pose une problématique. Et c'est vrai que là encore, avec l'arrivée d'un certain nombre d'outils dans nos entreprises, bien ça peut être bloquant, aussi bien pour les collaborateurs que pour l'organisation du travail. Donc là, on est quand même sur des chiffres assez conséquents. 23% des Français expriment le fait de ne pas être à l'aise avec le numérique. Et 77% par contre des Français déclarent naviguer facilement sur Internet. Et un tiers des Français renoncent à naviguer au moins une fois par an. Ça veut dire qu'effectivement, quand on n'est pas sur des systèmes intuitifs facilitateurs, eh bien, les freins sont assez nombreux. Je pense que toutes les entreprises qui ont en place des ERP voient bien de quoi je veux parler. On a voulu aussi rajouter dans ces définitions le cas particulier du FLE, donc le français langue étrangère. C'est vrai que dans un certain nombre de nos secteurs d'activité, les personnes d'origine étrangère qui viennent travailler au sein d'entreprises peuvent représenter un effectif important. Et là, effectivement, on ne peut pas faire un simple copier-coller l'apprentissage et l'accompagnement que l'on ferait pour des collaborateurs issus d'une scolarité française. Mais là, on est bien sur des personnes qui ne maîtrisent pas la langue française parce qu'ils ont été scolarisés dans leur pays d'origine. Et là, ça peut toucher des compétences qui sont très, très larges. On pourra revenir éventuellement sur les difficultés exprimées par certaines entreprises ou des cas des personnes de langue étrangère qui ne maîtrisent pas déjà l'écrit dans leur langue d'origine. Et là, c'est vrai que ça se complique bien, mais c'est le profil des personnes et des problèmes que l'on rencontre, notamment avec les populations migrantes qui viennent pour travailler sur le territoire. Et effectivement, il existe des choses, mais l'accompagnement n'est pas le même. Alors, dans l'agroalimentaire, effectivement, où en sommes-nous, hein, il existe des dispositifs particuliers, on en parlera, des dispositifs plus larges. Tout ce que je peux vous dire, et effectivement, par rapport aux chiffres que je vous ai présentés, c'est qu'on est à 10% de nos effectifs, donc c'est beaucoup.
qu'aujourd'hui, nos process, nos besoins techniques nécessitent d'avoir des compétences qui montent en compétences. Donc, ça veut dire que si le socle de base n'est pas présent, eh bien, c'est mission impossible. Et puis, effectivement, il y a aussi la responsabilité de l'employeur. Hein. Aujourd'hui, notre responsabilité est de prendre en compte l'employabilité des collaborateurs. Donc, comment on fait pour traiter ça dans l'entreprise? Et on en reparlera tout à l'heure avec SMV parce que je crois que la démarche et le projet de la direction sur l'accompagnement à ce niveau-là est toujours un élément qui est important. Voilà, alors je propose de laisser la parole à Chantal du MEDEF Normandie qui peut nous dire peut-être effectivement quelques mots de manière générale sur l'Interpro. Oui, l'idée après cette focale sur l'agroalimentaire qui va continuer, c'était quand même de prendre un petit peu hauteur sur les différents secteurs d'activité. On a vu dans le schéma que tu as présenté tout à l'heure que le secteur agroalimentaire est impacté forcément par l'illettrisme et l'électronisme, suivi de près par l'agriculture et la pêche. Après, il y a tout il y a tout un tas de secteurs d'activités fortement touchées par l'électrisme et l'électronisme et qui touchent directement la performance évidemment de l'entreprise. Il y a donc un véritable enjeu pour l'entreprise aujourd'hui dans une stratégie à court terme, moyen terme et long terme d'accompagner vraiment le collaborateur à sortir de l'illettrisme. Rappelons si ça a été précisé par Séverine, qu'une personne sur deux qui souffre d'illettrisme est en emploi. Et Séverine l'a clairement dit tout à l'heure, également 23% des Français qui s'estiment victimes de la fracture numérique, 23% des Français s'estiment victimes de la fracture numérique. Ça revient à une personne sur quatre qui se sent mal à l'aise avec l'outil numérique et l'outil informatique. Donc ça, c'est important. C'est important aussi de souligner, en deuxième point, l'impact pour l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité, l'impact en termes de, évidemment, performance individuelle ou collective. À ce sujet, vous retrouverez d'ailleurs un lien en fin de PowerPoint mis sur un webinaire qui explique très bien l'impact sur la performance et le coût financier de la non-action au sein de l'entreprise face à l'illettrisme et l'électronisme. Donc, ce lien ce sera un lien sur le webinaire présenté par Pascal Moulette lundi pour l'ouverture de la semaine de l'illettrisme. Donc, impact performance individuelle et collective, mais également en termes de, évidemment, bien-être du collaborateur à titre personnel, au sein de son entreprise. Donc tout ça, ce n'est pas à négliger. Après, clairement, on est dans un contexte particulier. C'était important d'en parler. On est dans un contexte particulier parce qu'on est dans un contexte économique soumis à la Covid, à la situation de la Covid, qui change et qui va impacter en Normandie, mais aussi dans toutes les régions, les différents secteurs d'activité. Donc évidemment, on va voir des secteurs d'activité qui vont maintenir les personnes en emploi, d'autres qui vont être atteints et qui vont avoir des difficultés à maintenir les personnes en emploi. Et pour le coup, Séverine il faisait référence tout à l'heure, l'employabilité, ça devient un enjeu majeur en termes aussi de relance économique au sein de la Normandie. Et effectivement, c'est le rôle de l'entreprise aussi d'accompagner le collaborateur dans la sortie de l'entreprise, au-delà du souci de performance. Donc voilà, on va parler également, alors la force en Normandie, ce que je dois dire, c'est que la force en Normandie, c'est qu'on est dans une dynamique partenariale très forte. Alors pour le coup, c'est vraiment un point qu'on va devoir confirmer dans le contexte Covid, tout simplement pour qu'il y ait une cohérence dans le parcours d'accompagnement de la personne vers un nouveau métier, dans le cadre d'une transition professionnelle
ou si besoin, totalement d'une reconversion professionnelle. Parce qu'on sait qu'une personne qui est en situation d'illettrisme et qui se forme aux compétences ou qui est accompagnée dans les savoirs de base, pour le coup, peut évoluer au sein de l'entreprise, mais peut évoluer en dehors de l'entreprise. Et ça, en termes d'employabilité, il faut aujourd'hui travailler énormément dessus. Voilà, donc comme tout passe par l'exemple, effectivement, la société, je vais laisser la parole à Florence Boyer et Nathalie Prudhomme de la Société Normande de Volailles qui vont illustrer parfaitement ces propos. Oui, bienvenue à toutes les deux. Alors peut-être que dans un premier temps, je peux peut-être vous laisser vous présenter en termes de rôle dans l'entreprise, de fonction, et puis peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas SNV, expliquer un peu quelle est cette entreprise, l'effectif et puis où elle se situe au niveau géographique. Alors, SNV déjà, donc Société de transformation de la volaille, pour placer le contexte. C'est 7 établissements, dont 2 qui sont actuellement en Normandie et 2 situés à la Chapelle d'Andenne. Donc, pour situer la Chapelle d'Andenne, à côté de Bagnoles-de-l'Orne, qui est certainement plus connu que la Chapelle. Donc, cet établissement, 2300 salariés. Voilà, on transforme de la poule, du poulet, de la dinde, du coq, de la pintade, du lapin, enfin du canard. Donc, en fonction des établissements, il y a des spécialisations faites voilà, sur chacun. Donc, chez nous, et c'est pour ça qu'on s'est inscrit dans une démarche du coup d'aller vers des CLEA et autres dispositifs avec un personnel qui est quand même à la base très peu qualifié. Voilà. Alors, toutes les deux, vous êtes au niveau du service ressources humaines. Donc voilà, donc pour ma part, donc responsable RH au niveau de l'entreprise, donc en chapeau de l'ensemble des établissements. Et Nathalie. Bonjour, donc responsable formation. Alors Nathalie, ouais, vous êtes très loin, du coup on vous entend pas beaucoup. Donc moi je suis responsable formation pour SNV. Donc je gère plus particulièrement les sites de La Chapelle et j'ai une vue d'ensemble sur tous les comptes, formation SNV en global. D'accord. Donc, ce qui peut être intéressant peut-être, c'est de nous expliquer comment est arrivée la démarche, à quel moment et pourquoi à ce moment-là, en fait. Donc, en fait, la démarche chez nous a été impulsée au changement de direction générale, puisqu'on a un directeur général actuellement qui vient d'une entreprise qui s'appelle GAD, qui est passé par chez GAD, qui a dû participer à la fermeture des établissements GAD et qui se sont rendus compte effectivement qu'il y avait quand même pas mal de personnes dans nos métiers qui étaient dans des situations très difficiles et pour qui l'employabilité serait très, très difficile. Donc, il a connu ça en fait, lui, avant. Et quand il est arrivé donc, sur SNV en 2017, nous a dit il faut absolument qu'on se lance dans cette démarche pour qu'on maintienne l'employabilité de nos salariés. Donc vraiment une impulsion de la direction avec l'arrivée de cette personne. Voilà. Et moi, je compléterais en disant que de toute façon, effectivement, on n'aurait pas eu le choix que d'y aller parce que même si on a des métiers encore peu qualifiés, on a pour autant des métiers qui nécessitent aujourd'hui de savoir lire, écrire, compter à minima. Même si notre convention collective précise toujours que le premier critère pour avoir des points dans notre classification est le savoir lire, écrire et compter. Voilà, elle a été rédigée il y a très longtemps, donc c'était les premières acquisitions de points. Donc on pouvait rentrer sans savoir lire, écrire, compter. Aujourd'hui, on ne peut plus. Et du coup, cette démarche, elle s'est mise en place à quelle période pour situer donc là, je vais laisser Nathalie là. Donc, nous, on a commencé à faire une communication en fin 2018 pour organiser avec le Greta des réunions d'info collective pour savoir qui était intéressé par la démarche CLEA. Et en parallèle, on avait quand même repéré plusieurs personnes qui étaient venues nous voir en nous disant moi, je voudrais avoir des formations sur l'outil informatique. Donc, comme il y avait cette compétence-là dans CLEA, on les a plutôt orientés vers un CLEA.
Donc, on est parti sur 2019 avec un groupe de 11 personnes qui s'est terminé là en fin d'année 2019. Et pour 2020, on a un groupe de 9 personnes qui commence là la formation en septembre. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est passée la communication? Parce que c'est vrai que quand on écoute les entreprises, on a l'impression que parfois le plus difficile, c'est de faire venir les gens. Est-ce que vous aviez identifié quelques personnes à qui vous l'avez proposé? Comment vous avez communiqué? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de relances? Alors, on a profité du bulletin de salaire de fin d'année 2018 pour passer le message de mettre à jour le compteur DIF. Et en même temps, on leur a donné des exemples de formations qui étaient éligibles au CPF. Donc, Cléar, on leur a expliqué comment ça se passait, quoi. Il y avait 7 compétences. Et après, on a surtout communiqué par affichage pour organiser des sessions d'infos. Et aussi à l'occasion de nos cérémonies des vœux. Excuse-moi, Florence, on ne t'entend pas du tout. Et aussi à l'occasion de notre cérémonie des vœux. D'accord. On a relayé en fait cette information-là. D'accord. Donc, du coup, vous avez eu des difficultés à constituer votre groupe de 12 personnes ou ça s'est fait plutôt… On a eu plus de personnes, on a une quinzaine de personnes en réunion info collective, on a quelques-unes qui n'ont pas donné suite et 3 autres qui ont fait les tests préalables et qui ont dit moi, ce qui m'intéresse, c'est faire de l'outil informatique, donc je ne pars pas sur un CLEA. Ça ne correspondait pas à leur attente. D'accord. Donc, ça a été effectivement bien situer le besoin, la demande pour voir s'ils pouvaient rentrer dans la démarche de l'entreprise. Voilà, c'est ça, oui. Alors, et dans cette première démarche… Oui, je disais dans cette première démarche que Séverine, tout à l'heure, tu disais, du coup, est-ce qu'on a aussi sollicité des gens? On a intégré des représentants du personnel. D'accord. Parce qu'il faut aussi qu'eux soient porteurs des bons messages sur ces sujets-là. Donc, on les a intégrés, enfin, on en a intégré de façon voilà, à ce qu'ils puissent apporter un témoignage derrière de la démarche. D'accord. Ouais, donc ça, c'est important d'avoir des personnes ressources sur le terrain pour pouvoir faire passer le bouche à oreille et puis communiquer sur les actions, en fait. Tout à fait. Quand vous avez rencontré les personnes, est-ce qu'il y a des craintes qui ont été exprimées ou quels ont été les arguments, soit pour dire j'y vais, mais ou alors j'y vais pas parce que… quels arguments vous avez eus? Alors, c'est vrai qu'ils avaient quand même peur de reprendre le français, les maths. Pour eux, c'était pouvoir se servir d'un ordinateur à titre personnel. Le but, c'était ça, le premier but. Et il a fallu, oui, quand même les motiver et leur dire il faut essayer, vous allez voir, ça va vous plaire. Enfin, c'est vrai qu'on en a retenu quand même quelques-uns parce que ils avaient peur que ça soit trop long et trop dur pour eux. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est de pouvoir accompagner, j'imagine. Bah là, c'est indispensable hein, pour l'inscription sur le site pour le CPF. Là encore, dans le groupe de 9 personnes, si on n'avait pas été là pour le faire, il y en avait la moitié qui abandonnait, vu c'est complexe et qu'ils ne savent déjà pas se servir d'un ordinateur. Donc là, pour ça, oui, si on les aide pas, personne ne va aller s'inscrire. Alors, vous disiez effectivement que c'est l'outil informatique qui est souvent le vecteur, l'envie d'eux. Ça veut dire que c'était plus pour répondre à un besoin, a priori, à titre personnel, à la base, le levier? Oui, à la base. Oui, à la base, oui. Bah, on leur demande de faire de plus en plus de choses, même au niveau de la gestion ici de leur compte épargne entreprise, tout ça, on demande toujours de plus en plus à le faire par Internet. Donc, ils voient bien qu'à un moment, ils ne peuvent pas toujours dépendre des autres, quoi. D'accord. Donc, vous disiez que la première session s'est mise en place sur l'année 2019, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Donc, ça s'est organisé comment au sein de votre entreprise? Alors nous, on a mis à disposition du Greta la salle de formation, toujours sur le même site, là, à La Chapelle.
Et donc, le salaire pour le premier groupe avait été pris en charge puisqu'à l'époque, fin 2018, le CPF, on pouvait aussi avoir la prise en charge du salaire. Mais pour le groupe 2020, c'est CPF pour le coût de formation et à la charge de la société pour le salaire. D'accord. Donc, c'est SNV qui prend en charge le salaire. Le temps passé, oui. D'accord. Et du coup, c'était sur une année complète? Alors, on a fait des sessions de mars à juin. On a fait une coupure après pour 2019. Et après, on a refait des cours de septembre à décembre. Après, les heures, il y avait juste une personne qui était à 115 heures, mais tous les autres étaient entre 50 et 90, quoi. On avait quand même des niveaux différents de besoins. J'imagine qu'à l'issue des formations, vous avez fait un point, un bilan. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur comment ça a été perçu et par les stagiaires de la formation, mais aussi pour vous? Et j'imagine que si vous le refaites, c'est qu'il y a un intérêt. Mais je dirais, qu'est-ce que vous avez retenu de ce premier groupe en fait? Les stagiaires étaient satisfaits et on fait un peu de publicité autour d'eux dans le service, puisqu'on s'aperçoit que c'est beaucoup du même service qui sont revenus nous voir pour le deuxième groupe, quoi. Donc, ce bouche à l'oreille fonctionne bien. Oui. Et en termes d'évolution sur le poste, sur les fonctions, est-ce que vous avez senti des différences? Est-ce qu'il y a eu une mise en application ou pas? Peut-être pas encore, je ne sais pas. Alors, moi, je vais témoigner par rapport aux représentants du personnel, du coup, puisque c'est des gens avec qui on s'écrit beaucoup. Et j'ai une des personnes qui, quand même, depuis qu'elle a fait ça, fait beaucoup plus attention à l'orthographe, à la grammaire, et arrête d'écrire comme elle parle. Donc, moi, là, j'ai vu un réel progrès parce que ça l'a remis aussi elle-même en question sur ses propres pratiques et sur le fait que le français reste utile aujourd'hui et que dans la fonction qu'elle a, puisque au-delà d'être représentante du personnel élu, elle est aussi déléguée syndicale, elle a besoin de s'exprimer correctement. Donc, c'est pas du 100% parfait, parce que c'est pas non plus des cours, on reprend pas toutes les bases, mais pour autant, on sent quand même une évolution et les personnes qui réfléchissent beaucoup plus. Oui. Donc là, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un groupe qui redémarre au mois de septembre, là, c'est ça? Oui, on a commencé là le 8 septembre. Le 8 septembre, donc c'est même déjà engagé. Et l'idée, c'est qu'il y ait une certaine récurrence peut-être dans ce type de formation? L'idée, c'est de prévoir un groupe tous les ans minimum, oui. Ouais. Et en n'étant pas forcément que sur du CLEA, parce que là, on parle beaucoup CLEA, mais il y a d'autres dispositifs qui s'ouvrent quand même aux salariés parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins, tous les mêmes difficultés. Donc, pour ceux qui ont uniquement des difficultés en langue française, il y a possibilité de passer des certificats Voltaire. Et là, on se concentre plus sur la langue française. Après, Séverine, tu en as parlé tout à l'heure pour les étrangers, il y a le FLE pour ceux qui sont en difficulté du coup pour parler et comprendre la langue française. Et après, je serais tentée de dire que c'est des dispositifs qui ne doivent pas s'arrêter là pour maintenir l'employabilité, parce que certes, ils redonnent des bases, mais je pense qu'après, il faut aller plus loin sur de la partie métier. Une fois que les gens acquièrent des bonnes bases, et c'est pour ça que nous, on fait aussi des CQP. On a lancé un premier groupe l'année dernière, parce que derrière, c'est aussi très, très important de leur donner de la qualification professionnelle. Et la réflexion qu'on avait avec Nathalie tout à l'heure, aujourd'hui, on se rend compte que le vrai besoin va être sur la partie informatique. Il serait peut-être à un moment donné judicieux de créer peut-être une certification sur l'utilisation d'outils informatiques accessibles au CPF.
Très bien. Est-ce que vous vouliez ajouter autre chose par rapport à ce que vous avez mis en place? On sent bien que c'est un véritable engagement de l'entreprise aussi. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler parce que ça ne peut pas fonctionner si ce n'est pas le cas. En termes de rassurance, ne serait-ce que par rapport aux collaborateurs. Et puis, j'imagine un service RH plutôt à l'écoute et disponible pour pouvoir là aussi communiquer, échanger, rassurer, convaincre. J'imagine aussi. Mais effectivement, c'est un engagement fort, vous le ressentez comme ça, des collaborateurs dans la démarche pour que ça dure dans la durée? Alors, je serais tentée de dire que c'est encore un peu récent pour parler de vrai engagement. Maintenant, on sent bien que les gens sont à l'écoute. Nous, on a un service RH qui s'est aussi mis à cette écoute-là. Pour mes collègues d'autres entreprises là, qui seraient participants et qui n'ont pas encore fait ce genre de démarche, oui, c'est un petit peu de temps à y passer, mais ce n'est pas non plus des usines à gaz. Et ça se met en place quand même relativement facilement. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Socialement, c'est super important. Pour nos images, c'est aussi très important parce que du coup, on parle d'entreprise citoyenne et ça, c'est vraiment des choses à mettre en avant. Donc voilà, moi, le mot d'ordre, ce serait n'ayez pas peur, quoi. Et on n'a pas non plus 300 candidats qui se présentent du jour au lendemain. Ouais. Ça reste sur des petits flux et au moins le premier groupe, il faut batailler quand même pour l'avoir. On a bien entendu. J'imagine, Florence, que si tu as une entreprise agroalimentaire du territoire qui, dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, veut échanger avec toi sur le sujet, tu ne seras pas contraint. Il n'y a aucun souci, on se tient à leur disposition. On commence à se connaître un peu tous maintenant via les forums, voilà, donc aucun souci. On se tiendra à l'écoute, mais que ce soit des entreprises agro ou même éventuellement des partenaires des entreprises agro. Mais écoute, en tout cas, si jamais on a des sollicitations, on se fera le relais pour les renvoyer vers toi. Alors du coup, pour faire la transition, je te remercie, puis on reviendra peut-être vers toi tout à l'heure s'il y a quelques questions. Ok. On va faire une transition avec Myriam Touzeau qui travaille pour Ocapiat et qui va nous parler un peu des solutions, parce que je crois que les entreprises qui sont là aujourd'hui sont aussi curieuses, quand elles ne le connaissent pas, d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Donc Myriam, je te laisse la parole. Merci Séverine. Donc, Myriam Touzeau, effectivement, je suis conseillère aux actifs à Ocapiat, dans les régions du Grand Ouest et en particulier la Normandie. Donc, Ocapiat, c'est l'OPCO, l'opérateur de compétences pour la coopération agricole, l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire et les territoires. Donc, Ocapiat, pour ceux qui ont connu avant FAPSA et Opcalim, donc c'est la fusion de ces deux anciens OPCA. Alors, la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme est un sujet national et l'affaire de tous, et donc les OPCO ont pour mission d'y participer. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 place Ocapiat en position d'acteur incontournable de la formation et de l'apprentissage des actifs et futurs actifs. Depuis de nombreuses années, Ocapiat travaille avec l'ANLCI, ou précédemment donc Opcalim et de FAPSA, et on collabore donc pour la construction de parcours adaptés pour les salariés en difficulté avec les compétences de base. Parce que comme vous l'avez dit, à FNV, on doit vraiment travailler avec chacun des salariés pour adapter des parcours en fonction des problématiques du salarié, des besoins d'évolution au sein de l'entreprise. Et donc, il n'y a pas d'offre de formation clé en main. Ça n'aurait pas de sens de résoudre le problème de déficit de compétences de base. Donc, effectivement, avec la NLCI, nous sommes convaincus que la lutte contre l'illettrisme et la maîtrise des compétences de base, y compris numériques, contribuent à la sécurisation des parcours professionnels
Et donc, on a décidé de poursuivre la mutualisation de nos moyens pour accompagner les entreprises et les centres de formation dans les projets de formation visant le développement des compétences des salariés. Parce qu'on voit que le déficit de compétences de base a non seulement un impact négatif sur la production, mais ça freine également l'évolution des transformations, surtout quand on y intègre plus de numérique. Alors, on peut peut-être revenir sur les compétences de base. De quoi parle-t-on? Alors, je suis désolée, c'est un peu petit, mais... Donc, selon la NLCI, les compétences de base, ou compétences clés, ou compétences fondamentales, on peut les dénommer différemment. Elles représentent un ensemble de compétences nécessaires à un individu pour faire face de manière autonome aux situations de la vie courante. Donc, c'est les compétences qu'on va tous mobiliser en situation professionnelle ou personnelle et qui vont être indispensables pour évoluer, quelle que soit cette évolution finalement. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais on peut retenir les premières, comprendre et s'exprimer à l'oral ou à l'écrit, compter, donc ça nécessite des bases en calcul, se situer dans l'espace et dans le temps, utiliser les outils numériques professionnels, et on voit que durant la crise, les difficultés de certaines personnes à effectuer des démarches en ligne, à effectuer des achats en ligne ont été plus que jamais problématiques. Bon, il ne faut pas oublier que certains salariés ne savent pas envoyer de mail. Donc évidemment, dès que, en termes de traçabilité, il est indispensable d'entrer des informations sur un ordinateur ou une tablette, les gens sont coincés et du coup se retrouvent en grande difficulté et en grande souffrance personnelle. Alors, on peut maintenant parler des pratiques que les entreprises peuvent adopter. Bon, là, nous, au CAPIAT, on travaille beaucoup avec ce que la NLCI préconise, et nous, notamment, on utilise cette grille que la NLCI a conçue pour déceler les indices révélateurs de situations d'illettrisme. Parce que, donc, on a vu que l'illettrisme avait des impacts sur la performance des salariés et donc de l'entreprise, et que donc l'entreprise a tout intérêt à proposer des actions de remédiation et de formation, mais encore faut-il pouvoir identifier qui sont les personnes qui sont en difficulté. Or, on sait qu'il est très difficile de repérer les personnes en difficulté avec les savoirs de base, parce que justement, elles ont développé des stratégies de contournement, d'évitement, pour éviter qu'on voit ces problèmes. Et en fait, paradoxalement, souvent, on s'aperçoit que les gens qui ont des difficultés à lire, écrire, compter, sont des gens particulièrement compétents à leur poste. Parce que finalement, ils ont développé d'autres qualités, ou ils ont mis en place leurs propres procédures sur lesquelles ils s'appuient pour être de bons professionnels. Le problème, c'est que le jour où cet environnement de travail évolue, eh bien là, ce sont des compétences qui sont fragiles et qui ne leur permettent pas d'évoluer favorablement. Alors, pour en revenir à cette grille, donc la direction de l'entreprise et ses managers peuvent être alertés lorsqu'un ou plusieurs signaux sont observés. Il ne s'agit pas de s'arrêter à un élément, parce qu'il faut que ce soit des éléments concomitants qui laissent présager de difficultés avec les compétences de base. Donc, je vais vous citer quelques exemples. Bon, par exemple, les salariés qui sont réticents au changement, qui ne veulent pas changer de poste. Bon, ça peut laisser présager des difficultés parce que, comme je le disais, ils vont s'être forgés des façons de faire. Mais ils savent par contre qu'il ne faut pas que ces activités évoluent trop parce qu'ils seront perdus. On peut observer aussi un manque d'autonomie dans les équipes. C'est peut-être que certains salariés ne prennent pas d'initiative.
ils ne peuvent pas prendre de risque de dévoiler leurs difficultés. Le problème, c'est que du coup, ils sursollicitent leurs collègues. Donc, c'est là la limite de l'exercice. On peut aussi constater que certains salariés n'ont pas le niveau pour entrer en formation technique parce que, par exemple, ils vont avoir des problèmes de raisonnement mathématique. Donc, ils ne peuvent pas progresser davantage. Certains salariés disent que les consignes sont comprises, mais elles ne sont pas respectées. Là aussi, ça doit alerter. Les clients se plaignent de la qualité des prestations. Les managers constatent une consommation disproportionnée de produits et de matériel. Donc, quand on observe un certain nombre de situations de ce type, on est amené à s'interroger. J'imagine que SNV vous confirmerez ces observations que vous avez certainement faites par vous-même. Alors, qu'est-ce que la NLCI préconise? De toujours faire le lien avec la situation de travail, avec les situations à réguler, les difficultés rencontrées pour réaliser les tâches demandées. C'est-à-dire qu'un salarié qui cache ses problèmes de déficit de compétences de base, il ne va accepter d'en parler que si son manager lui montre qu'en ayant une meilleure maîtrise du calcul et de l'écriture, il va pouvoir effectivement être plus à l'aise et même progresser. Alors, il est bien entendu essentiel de rassurer et mettre le salarié en confiance. Il ne s'agit pas d'aller le voir en lui disant « je vois que tu as des gros problèmes ». Ah non, là, c'est pas possible, quoi. Un salarié ne va parler de ses difficultés que s'il se sent soutenu par l'entreprise dans une démarche gagnant-gagnant. Alors, à quel moment est-ce qu'un manager ou la direction, DRH, ou tout dépend de la taille de l'entreprise, va pouvoir parler de ses difficultés? C'est souvent lors de l'entretien professionnel. Dans le cadre de l'entretien professionnel où on instaure un climat de confiance, là, on peut amener le salarié à parler de ses difficultés et des solutions qui existent. Ça, c'est aussi une recommandation importante qu'on fait aux managers. Il ne suffit pas de dire « je t'ai entendu, je vais voir s'il existe des solutions ». Non, c'est bien si le manager, il peut, dès l'entretien, dire qu'il sait qu'il existe des parcours CLEA, par exemple, qui vont lui permettre de résoudre ses problèmes, d'être plus à l'aise et de progresser dans l'entreprise. Alors, OCAPIAT, évidemment, peut aider l'entreprise à mettre en place une stratégie de communication, à former les managers pour qu'ils puissent communiquer sur ces questions-là et à choisir le bon organisme de formation, puisque dès lors que le salarié pourra acquérir des compétences et les faire certifier, il retrouvera confiance en lui, il entrera dans une dynamique d'apprentissage vertueuse. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, mesdames. C'est important qu'après CLEA, peut-être le salarié ait envie de poursuivre vers un CQP ou un diplôme. Voilà, donc c'est toute une démarche en fait. Voilà, il faut voir les choses dans le temps. Alors ensuite, donc Sandra m'avait proposé de présenter les outils qui permettent aux entreprises une sensibilisation sur ces questions-là. Donc, la NLCI propose sur son site 3 parcours de formation en ligne de 30 minutes, gratuits, pour aider les acteurs de l'entreprise à comprendre, repérer et agir face aux situations d'illettrisme. Alors, allez voir, franchement, ce sont des outils qui sont très bien faits, ludiques et qui permettent aux managers, à partir d'une série de mises en scène de différentes situations de la vie quotidienne, de voir comment est-ce qu'on peut parler avec des personnes en situation d'illettrisme, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, etc. Ensuite, vous trouverez sur le site toujours de la NLCI la plaquette bâtie avec l'ANDRH, l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, qui fournit des repères, qui présente des outils et des ressources pour que les acteurs de l'entreprise et de la formation puissent œuvrer à la lutte contre l'illettrisme. Nous vous avons également mis le lien avec le webinaire de Pascal Moulette
dont Séverine parlait tout à l'heure. On a été vraiment enthousiasmés, nous toutes, là, lundi, d'entendre Pascal Moulet. C'est un maître de conférence en sciences de gestion à Lyon qui travaille sur l'impact de la gestion des compétences clés sur la performance économique et le bien-être au travail. Et on voit que donc, ne pas prendre en compte les problèmes d'illettrisme représente un coût très important pour l'entreprise, coût économique, mais aussi coût social et coût psychosocial pour le salarié. Et il travaille actuellement, Pascal Moulet, sur un outil de diagnostic des risques d'illettrisme en entreprise, dont on entendra très prochainement parler dans nos réseaux. Alors, je continue avec les outils pour les entreprises bâtis par Ocapiat. Donc, Ocapiat et la NLCI mettent à votre disposition un webinaire consacré aux enjeux et aux moyens de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. On peut trouver en replay sur notre chaîne YouTube ou sur notre plateforme Campnul. Donc, bon, vous retrouverez un certain nombre de choses qu'on dit là, mais voilà, c'est une autre approche. Nous mettrons prochainement à votre disposition un outil de diagnostic adapté au métier des branches d'Ocapiat. Et puis, bien sûr, nous sommes là pour vous accompagner, comme on le fait habituellement, pour la mise en œuvre de formations, mais là pour celles qui concernent la remédiation et l'acquisition des savoirs de base, bâtis sur mesure. Souvent, les entreprises craignent que proposer à un salarié d'apprendre à lire et à écrire, ça va l'engager sur des mois, des années. Non, en fait, on peut commencer par petit. C'est-à-dire que on peut justement permettre au salarié de certifier les compétences qu'il a déjà acquises en situation professionnelle ou personnelle, et puis petit à petit, justement, l'engager par exemple sur un parcours CLEA. Donc c'est pour ça que je tenais à reparler de CLEA. C'est une certification nationale et interprofessionnelle qui permet de valoriser et certifier les compétences clés dans 7 domaines par différentes techniques. Donc, le salarié peut commencer par certifier ses compétences dans un domaine. Alors, ça peut être, par exemple, le respect des règles d'hygiène. Et puis après, il ira sur le module écriture, mathématiques. Et pour les salariés, obtenir CLEA, c'est souvent une grande victoire, d'autant plus pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Alors, les 7 domaines, je les cite vite fait, c'est s'exprimer en français, calculer, raisonner, utiliser un ordinateur pour les compétences numériques, respecter les règles et travailler en équipe, travailler seul et prendre des initiatives, avoir envie d'apprendre et donc maîtriser les règles de base pour l'hygiène, la sécurité, l'environnement. Alors, il existe le CLEA classique et le CLEA numérique. Alors, comment sont prises en charge ces formations CLEA par Ocapiat? Alors, donc, on a le CLEA Interpro qui est délivré par la Commission paritaire nationale de l'emploi agricole. Et pour les secteurs alimentaires et la branche des industries de transformation de la volaille, Ocapiat a délégation de CertifPro pour délivrer un CLEA contextualisé. Donc pour cela, nous travaillons avec des organismes de formation qui ont adapté les contenus de formation et les évaluations au contexte des entreprises concernées. Alors, les prises en charge, donc pour les entreprises de moins de 50 salariés, Ocapiat prend en charge les coûts pédagogiques. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il est également possible de mobiliser le dispositif PROA et le CPF, le compte personnel formation, avec abondement de l'entreprise si le salarié est d'accord. Sachant qu'un salarié peut toujours évidemment mobiliser son CPF de sa propre initiative. Alors après, je ne vais pas détailler les différentes enveloppes qui peuvent exister selon la taille de l'entreprise, parce que ça, c'est le travail après des conseillères d'entreprise d'Ocapiat, dont vous avez les coordonnées sur la diapo suivante. Donc, vous pouvez appeler la délégation régionale Normandie et les conseillères entreprises vous conseilleront, effectueront avec vous ce travail d'ingénierie pédagogique et d'ingénierie
financières préalables à la mise en œuvre des projets de formation. Le salarié, lui, on peut lui conseiller quand même, si certains salariés la participent à ce webinaire, de s'adresser à leur employeur ou bien leur RH ou leur manager ou leur chef d'équipe ou les représentants du personnel. Hier, j'étais en réunion avec une entreprise qui me disait aussi que les salariés, au départ, ils en avaient parlé au médecin du travail. Donc, pourquoi pas? En tout cas, il faut que le salarié n'ait pas honte d'évoquer ses difficultés avec les savoirs de base auprès d'un partenaire dans l'entreprise qui se fera relais après auprès du service RH ou de la direction de l'entreprise. Donc voilà, nous avons vu ensemble là les solutions qui pouvaient exister pour déceler les situations d'illettrisme et d'électronisme qui ont un impact sur l'investissement des salariés dans leur travail et sur la performance de l'entreprise. Donc peut-être que je répondrai à des questions ensuite, mais je vais passer la parole là à Sylvie Leroux et Séverine Soubien de Pôle emploi, qui vont nous présenter l'offre de services de leur structure et les dispositifs d'accompagnement des projets de recrutement. Alors, oui, je fais juste une petite transition parce que je vois que Quentin a demandé s'il était possible de poser des questions. Quentin, je vous propose que Sylvie et Séverine terminent la présentation. Il n'y en a pas pour longtemps, puis après on passera aux échanges. Il n'y a pas de souci. Sylvie, je te laisse la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, bonjour tout le monde. Il est vrai que au niveau de la lutte contre l'illettrisme, on l'a vu pendant cette heure de webinaire, que c'est vraiment l'affaire de tous et que les personnes qui sont en situation d'illettrisme mettent en place des stratégies de contournement, que ce sont souvent des histoires de vie qui sont compliquées. Et que le fait de ne pas avoir ces savoirs de base les gêne dans la vie quotidienne, mais aussi dans la vie professionnelle. Donc, il est vrai que c'est tous ensemble. Le partenariat que nous, on peut avoir en Normandie, à la fois au niveau avec les entreprises, avec les branches professionnelles, avec tous les partenaires, les organismes de formation. Voilà, c'est tous ensemble qu'on va réussir à lutter contre ce fléau. Au niveau de Pôle emploi Normandie, il y a un investissement fort dans la lutte contre l'illettrisme depuis 4 ans. Cette année, on a mis 74 actions, lors des Journées nationales d'action de lutte contre l'illettrisme, parce que c'est pas un sujet simple et que tous les ans, et je dirais même quotidiennement pour les conseillers, il est important de travailler sur cette thématique pour en faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Moi, je ferai du lien par rapport à ce qui a été dit en amont. On parle bien de ces publics et la détection n'est pas toujours simple. Et je pense que pour tout ce qui est RH, pour tout ce qui est N+1 dans l'entreprise, eh bien, les difficultés de détection sont les mêmes que pour nos conseillers Pôle emploi. Et ce n'est pas simple parce que les personnes, voilà, il y a une sorte de tabou, de honte, et ils cachent ces choses-là. Donc, ils cachent cet illettrisme. Et voilà, le discours que nous, on va tenir à Pôle emploi, c'est il existe des solutions. Voilà, on peut sortir de l'illettrisme et voilà, et tous ensemble, on va y arriver. Donc, pour la partie entreprise, on a aussi des équipes dédiées entreprises. Et là, je suis très contente d'accueillir ma collègue qui est responsable d'équipe à Flair et qui travaille en lien avec les entreprises un certain temps. Donc, il va pouvoir vous donner des exemples assez concrets de ce que l'on peut faire. Voilà, donc bonjour à tous, donc Séverine Soubien, donc je suis responsable d'équipe entreprise donc pour le bassin de Flair et de la Ferté-Massé. Donc tout d'abord, je tiens à commencer par mettre en avant que nos équipes, l'ensemble de nos équipes et puis également nos psychologues du travail œuvrent au quotidien pour détecter les situations de risque d'illettrisme. Donc grâce bien entendu à différents outils que nous utilisons. Puisque notre rôle, il est bien également d'être toujours les intermédiaires entre nos demandeurs d'emploi et les besoins des entreprises. Donc, on identifie nos demandeurs d'emploi en situation de risque d'illettrisme dès leur accueil grâce à différents outils qui nous permet donc de leur proposer des formations adaptées. On en a déjà parlé précédemment de type CLEA, lire, écrire, compter. On adapte vraiment la formation proposée en fonction de la difficulté rencontrée par notre demandeur d'emploi.
Donc nos équipes entreprises et nos équipes aussi en charge du placement des demandeurs d'emploi et donc des futurs salariés des entreprises organisent également des rencontres, des ateliers pour les accompagner dans la valorisation en fait de leur CV. Les accompagnent sur qu'est-ce qu'on attend d'un bon CV, qu'est-ce qu'un employeur a besoin, voilà, et les accompagne et également valorise les compétences transférables. Hein. Ils s'appuient également sur leur savoir-être, leurs expériences extra-professionnelles pour valoriser en fait leur profil auprès des candidatures. Donc, toujours pour exemple, en fait, ces promotions de profil qu'on peut être amené en fait à faire au sein de nos entreprises du bassin et en amont en fait d'une éventuelle intégration en contrat de travail au sein de l'entreprise, notre offre de service en fait nous permet de proposer en fait des périodes d'immersion au sein des entreprises qui permet justement de valoriser en fait la notion de travail en équipe qui voilà, c'est une notion en fait qui peut être valorisée en fait lors d'une période d'immersion au sein des entreprises. Pour nos demandeurs d'emploi, ça permet également de découvrir un métier et ça peut également lui permettre de reprendre confiance en lui, hein, retrouver un rythme de travail, se faire connaître par l'entreprise, se faire connaître aussi pour ses savoir-être, ses savoir-faire et puis valoriser bien entendu ses compétences. Une fois la période d'immersion faite, donc voilà, nous on a un échange avec le tuteur hein, qui a été désigné au sein de l'entreprise pour effectuer la période d'immersion, et puis donc avec nos conseillers Pôle Emploi. Et en effet, s'il y a un besoin de développement de compétences en fait qui est avéré, et bien entendu si voilà l'entreprise a un besoin réel au moment sur une création de poste, un besoin réel en termes de poste de travail, on peut envisager en fait la mise en place de différentes solutions. Donc, je vais vous parler voilà, des adaptations au poste qu'on peut être amené à proposer à nos entreprises. Donc là, on est bien, vous, entreprise, vous avez un besoin de recrutement. On a détecté potentiellement un demandeur d'emploi qui peut correspondre, mais il y a un delta en fait hein, entre le profil du demandeur d'emploi et les attendus de vous, entreprise. Donc là, en fait, on peut mettre en place ce qu'on appelle des adaptations au poste. On va vous demander de construire ensemble en fait un plan de formation détaillé et précis qui va donc bien acter en fait les actes métiers sur lesquels notre demandeur d'emploi sera formé pour qu'il puisse être monté en compétences. Et donc, au terme en fait, de cette formation-là, et sous réserve bien entendu du bilan positif hein, de cette formation, l'employeur en fait s'engage en fait à lui proposer un contrat. Dernièrement, pour l'avoir testé dans une entreprise agroalimentaire sur le bassin argentanais, voilà, ça correspondait parfaitement justement pour répondre au delta entre le profil du demandeur d'emploi et le besoin de l'entreprise. Et aujourd'hui, en fait, sur cet exemple hein, d'entreprise en agroalimentaire, on a, notre demandeur d'emploi est en poste actuellement. Je peux aussi, donc par rapport à ce type d'adaptation au poste, on a plusieurs types de financement. Donc on peut avoir parmi les financements, des financements 100% Pôle emploi et aussi des financements pour une partie Pôle emploi et également la sollicitation de l'OPCO de l'entreprise. Donc voilà pour cette partie. On propose donc également en fonction du besoin en fait détecté différents ateliers hein, qui peuvent être mis à leur disposition. Donc je peux citer par exemple l'atelier, un atelier qui fonctionne véritablement très bien, donc valoriser son image professionnelle. On a en effet des retours très positifs hein, sur la notion de reprise de confiance en soi. On a notamment 84% de nos demandeurs d'emploi qui sont satisfaits. On a également, voilà, hein, je ne vais pas vous faire toute la panoplie, mais pour vous en citer quelques-uns qui m'ont marqué hein, par rapport à cette thématique, notamment par rapport au retour positif de nos entreprises, c'est l'atelier Préparer son intégration en entreprise. On a dernièrement, et pour l'avoir testé, voilà, l'entreprise... Une entreprise toujours pareil, sur le territoire d'Argentan, voilà, qui m'a précisé vraiment avoir ressenti le demandeur d'emploi plus armé hein, lors de son arrivée. Donc en fait, voilà, des solutions existent et on est vraiment en fonction, enfin voilà, c'est vraiment un parcours individualisé en fonction du demandeur d'emploi.
Voilà. On accompagne également nos jeunes, hein, comme on sait, on est dans une période avec notre plan jeune, hein, qui est important aujourd'hui. Donc de la même manière, hein, on accompagne nos jeunes en difficulté donc sur les savoirs de base et on travaille également en amont de leur intégration au sein des entreprises et aussi dans le cadre de contrats en alternance. Donc moi j'ai fait le tour. Je laisse la parole à Sylvie, ma collègue. Et bien juste pour finir, un petit peu comme Okapiat a pu faire, hein, donc vous allez recevoir la présentation, là, le PowerPoint. Quand vous cliquerez contacter directement votre conseiller dédié entreprise, vous aurez le lien avec le mail, vous aurez le mail de l'agence dont vous dépendez pour prendre contact directement avec les équipes dédiées entreprise. On est clair que pour l'emploi, c'est une priorité et tout ce qu'on est là autour de ce webinaire, notre objectif, c'est vraiment de consolider les savoirs de base des futurs salariés. Et c'est vraiment en lien avec vous, avec vous les entreprises, avec vous les OPCO, avec vous les partenaires. C'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir sécuriser à la fois les futures embauches, mais aussi sécuriser l'avenir de nos publics, hein. Il faut savoir que 85% des métiers de 2030 n'existent pas. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on prépare aussi ces publics peu qualifiés à avoir une certaine agilité, avoir une certaine facilité pour pouvoir comprendre, s'adapter. Et donc là, on a tous un rôle, je dirais, sociétal quelque part à avoir. Très bien, merci beaucoup Sylvie. Du coup, Quentin, je vais peut-être vous laisser activer votre micro si vous voulez poser directement la question. Bonjour Quentin. Alors, a priori, on ne vous entend pas. Si vous préférez, vous pouvez… Vous m'entendez? Ah, parfait, super. Allez-y. Bonjour à tous, pardon, excusez-moi, c'est la première fois que je me sers de ce micro-là. Donc, Quentin Godard, responsable emploi formation de la société Nutri7 à Malonnet. L'objectif de ce webinaire pour nous, puisqu'il y a Ingrid, ma collègue, qui est ici présente aussi, c'était principalement de découvrir des organismes compétents en la matière qui pouvaient nous accompagner sur le sujet. On est plutôt habitué à ce sujet-là puisqu'on a monté notre premier groupe en 2017 et on a depuis mis en place plusieurs groupes et d'ailleurs on pourrait témoigner de belles expériences à ce sujet depuis. Donc je voulais demander à SNV, désolé je me rappelle plus de vos noms respectifs, alors je suis désolé. Florence et Nathalie, avec quel organisme vous avez travaillé? Avec le Greta de Flers. D'accord, oui, donc c'est un peu plus loin pour nous. Je ne sais pas, Myriam Touzeau, j'ai noté votre nom. Si vous connaissez d'autres organismes en local sur la région rouennaise, nous on travaillait avec Média Formation. C'est pas que l'expérience était négative, mais on s'est posé la question si on devait… De toute façon, c'est toujours intéressant de comparer plusieurs offres. Exactement, c'était l'objectif. Voilà. Alors, je sais, Nutri7, on a parlé de vous avec des expériences vraiment très intéressantes. Alors, je ne vais pas vous répondre là en direct, hein, mais je m'engage à revenir vers vous pour vous donner les coordonnées d'organismes de formation. Okay, on est en contact avec Madame Diediou habituellement. Mais ok, très bien. Ben, merci à vous. Oui. Et d'ailleurs, j'avais du coup une autre question et directement pour vous cette fois-ci. Vous avez abordé la question de cofinancement de ce type d'action. Nous, on a connu deux modèles différents. Un peu plus avantageux que l'autre pour nous, puisque avant la dernière réforme, l'ensemble des coûts pédagogiques étaient financés par des fonds mutualisés. Depuis, ça a un petit peu évolué. Et justement, vous avez parlé de la PROA. Quelles conditions doivent être réunies pour pouvoir mettre en place ce dispositif? Il n'y a pas de conditions. Il y a un nombre d'heures minimum peut-être ou Non, il n'y a pas d'heure minimum pour la PROA. D'accord.
Donc, Du côté pourquoi du CNV, on n'est pas d'accord avec ça, hein. Il y a des conditions sur les ponts, hein, quand même. bah, ça me semblerait bizarre, oui, effectivement. Je pense qu'il y a... Ouais. Il y a des notions d'art, des notions d'évolution, enfin, il y a plusieurs choses derrière. Oui. Donc là, il faudra qu'on se rapproche de vous pour voir exactement qui est le public concerné. Oui. Hein. Mais en tout cas, il n'y a pas de condition de durée. Mais Oui, non, mais effectivement, le public, à mon avis, doit respecter certains. L'ensemble de vos projets de formation. Comment on articule ça? Ok, d'accord. Ok, très bien. J'avais, juste pour terminer, j'avais une petite remarque par rapport, pour compléter les différents témoignages qu'on a eus, et pour aussi faire profiter un petit peu de notre expérience sur le sujet. Nous, on a utilisé le CLEA pour justement volontairement, à la différence d'autres dispositifs, d'autres actions qui étaient plus centrées sur une lacune en particulier, ou en tout cas une compétence manquante en particulier. Le CLEA avait notamment l'avantage de ne pas stigmatiser les personnes sur leur lacune en particulier, mais d'aborder les 7 domaines de compétences du CLEA en même temps pour ne pas les mettre en difficulté justement par rapport à leurs problèmes. Et on s'est justement basé là-dessus pour aussi convaincre ceux, et ça a fait référence à ce que les personnes de chez SNV nous ont raconté, c'est que nous, les personnes qui nous ont sollicité initialement pour suivre une formation informatique, on les a convaincus de passer par le CLEA avant, puisque quelqu'un qui veut suivre une formation sur comment naviguer sur le web ou comment utiliser certains outils bureautiques, s'ils n'ont pas la base en termes de raisonnement numérique, c'est voué à l'échec. Ça ne sert à rien d'apprendre à se servir d'un outil si déjà le mécanisme numérique en amont n'est pas maîtrisé. Donc, ça nous a servi aussi là-dessus. Et puis, dernière chose, un indice aussi qui permet de repérer aussi, qui nous a permis aussi de repérer en interne des personnes qui pouvaient potentiellement être concernées par ce besoin-là, c'était que certains fuyaient les formations qui étaient proposées par nous-mêmes, par le service RH, pour maintenir justement leur employabilité et leur niveau de compétence face aux évolutions de leur poste de travail. Quand il y a 1, 2, 3 formations qui sont refusées pour X ou Y raison, congé, absence, surcharge de travail, etc., c'est un signe aussi qui ne trompe pas, parce que ça les met en difficulté face à un problème sous-jacent et qui peut être celui-là. Voilà. Merci beaucoup, Quentin, parce qu'à travers vos questions, on a eu aussi quelques compléments et réponses, et c'est toujours intéressant. Et j'ai bien noté que vous aviez eu des expériences, et que je reviendrai vers vous peut-être pour qu'on puisse également les valoriser à l'occasion d'un article, d'une vidéo. Enfin, on aura l'occasion Alors, on a déjà pas avec l'AREA, mais avec Ocapiat, justement. Je crois qu'il y a eu une enquête il n'y a pas si longtemps qui a été réalisée et qui a donné lieu à un article et auquel justement j'ai participé. C'est ça. Super. À ce moment-là, Myriam, si vous pouvez nous le partager pour qu'on puisse le diffuser aux participants, ça serait intéressant. Très bien. Très bien, écoutez. Merci beaucoup. Je crois qu'on a déjà bien auquel on s'était positionné. Oui. Non, pardon. Il y a dû avoir un problème sur mon son. Excusez-moi. Je vous en prie. En tout cas, je tenais à vous remercier tous et toutes d'avoir été présents aujourd'hui. Et puis, surtout, à travers tous les intervenants, n'hésitez pas soit à les contacter directement avec la présentation que je vais vous envoyer dans la demi-heure qui suit, soit en revenant vers moi si vous voulez plus d'informations ou un mail ou un complément. En tout cas, merci à toutes et tous, et puis bon courage et à très bientôt pour de nouveaux échanges. Au revoir.